Le message, c'est que je dis toujours que le pays se développe avec les scientifiques. Vous parlez, vous criez, vous allez terminer votre bouche à crier, à demander au gouvernement de venir rendre la vie, le bien-être de sa population, mais tout le monde passe là-bas. Mais comme scientifique que vous êtes, même pour l'intérêt de la population... Mais bien sûr, la population en a bénéficié. La population a bénéficié. Bon, la population a bénéficié, cette population a bénéficié. Le pays ne se développe pas avec le commerce. Le pays se développe d'abord avec des idées des scientifiques qu'on doit absolument prendre soin. Vous connaissez, madame, que quand vous n'avez pas l'eau, vous mourrez. 99,99% dans notre configuration en tant qu'homme, c'est de l'eau. S'il n'y a pas l'eau, nous mourrons. Le sang, c'est l'eau. Et si nous n'avons pas l'eau, nous sommes morts. Maintenant, professeur, vous êtes maintenant dans votre deuxième innovation. Est-ce que pour le premier, est-ce que la population a bénéficié quand même par rapport à votre innovation? Oui, la population qui prend la route de Matadi, quand vous êtes au territoire de Kassangoulou, secteur de Luila, vous arrivez le tournoi, vous voyez le village Kibweya, vous voyez deuxième village Ntendezi. Vous verrez que ce sont deux villages qui font une différence. Et les autres villages ont commencé à emboîter les pas en suivant ce modèle. Les gens ont commencé à prendre l'habitude d'enlever les huttes et de les remplacer par les matières avec la même technique que nous avons utilisée. Nous parlons de l'innovation parce que d'abord, quand je viens, je suis congolais, parti en République de Corée pour les études, je regarde la situation du développement de ce pays-là et que le développement devait partir de la base. Et que je constate qu'il y a une structure de transformation de mentalité. Le changement de mentalité, là-bas, le nom c'est en coréen, c'est Mao Lundong. Et je pense que comment nous pourrions innover nos villages, les conditions de vie de nos populations, nos villages. Est-ce que les maisons qui ressemblent aux huttes, est-ce que c'est ça qui représente notre culture, ou y a-t-il moyen d'améliorer, d'ajouter un peu de bioculture, c'est-à-dire vous empruntez la culture des autres et arranger, modifier la vie de quelqu'un. N'oubliez pas, madame, que quand vous avez un beau toit, avoir un beau toit peut prolonger simplement votre vie, simplement parce que vous vivez dans de bonnes conditions. C'est ainsi que, en tant que scientifique, je pensais comment pourrions-nous adapter une culture de bonne vie, du bien-être dans le milieu rural. C'est ça la naissance de ces premiers villages que nous avons surnommés village Semaoul et qui a deuxième. Et ça, nous allons vers les années 2004, 2005, 2006, 2007 et le projet a pu donner naissance à un premier village moderne au milieu de milieu rural au niveau des villages. Et cette idée pourrait ainsi être embrassée pour transformer aussi tous les villages de la République démocratique du Congo, malheureusement. Parce que c'est un gros projet, c'est un méga projet qui doit intéresser l'État congolais. Et ce n'est pas beau de partir. Et tout ça, c'est... Vous partez à l'Ituri, vous partez dans le Maniema, vous partez dans les Bandundu, vous partez à l'Équateur. Vous trouverez les mêmes huttes. Les populations vivent dans des huttes. Oui, j'ai voyagé. Moi-même, je suis ressortissant de Bandundu. Les gens vivent dans des maisons de paille. Mais alors que vous avez vu, vous allez voir, dans cette innovation, la matière première est bel et bien derrière les huttes des gens. Nous avons l'argile. Avec cette argile, on fait des briques. Avec cette argile, on peut fabriquer
des toitures. L'argile, c'est une autre matière. Là, je ne veux pas entrer, sinon nous irons en innovation par innovation. Ben, c'est une matière qui peut absolument accompagner l'homme dans la longévité de sa vie sur la terre. Parce que nous sommes dans un pays tropical. Si nous vivons dans des maisons fabriquées avec l'argile, puisque l'homme vient de l'argile. Dans la Bible, il dit, Dieu a créé l'homme en utilisant l'argile, c'est un potier. Et l'homme vivant dans une maison fabriquée avec sa propre matière, c'est-à-dire la matière dans la matière, l'homme ne pourra pas avoir des maladies, inutilement, parce qu'il sera protégé. Des maisons seront bien aérées. On n'aura pas besoin de climatiseurs. Parce qu'être dans la climatisation déjà au village, on n'en a pas besoin. Mais si nous avons des maisons construites avec des briques cuites, les matières premières sont bel et bien là, dans notre nature, en tant que pays tropical, je pense qu'il y a beaucoup à parler là-dessus. Mais au moins, l'innovation était bel et bien là, et l'innovation existe. Un jour, parce que vous vous êtes intéressé à moi, nous irons regarder qu'est-ce que ces villages sont devenus. Combien d'années après? Parce que c'est depuis, le premier village c'est 2007, le deuxième village 2008. Qu'est-ce que ces villages sont devenus 10 ans après? C'est pas moi, parce que nous sommes là en 2021. C'est ça qu'on regarde là, dans le temps, l'évolution, je ne sais pas, du projet que vous avez initié, de l'innovation. Et là, aujourd'hui, nous sommes dans notre deuxième innovation dans le domaine de l'eau. Vous connaissez, madame, que quand est-ce que pour le premier, est-ce que la population haïe a bénéficié quand même par rapport à votre innovation? oui, la population qui prend la route de Matadi, quand vous êtes au territoire de Kassangoulou, secteur de l'Huila, vous arrivez le tournoi, vous voyez le village Kiboya, vous voyez deuxième village Ntendezi. Vous verrez que ce sont deux villages qui font une différence. Et les autres villages ont commencé à emboîter les pas en suivant ce modèle. Les gens ont commencé à prendre l'habitude d'enlever les huttes et de les remplacer par les matières avec la même technique que nous avons utilisée à l'époque. C'est vrai que le gouvernement n'a pas trouvé d'intérêt à pouvoir ainsi embrasser. J'étais fatigué, comme tout scientifique. Non, vous êtes fatigué, vous êtes... Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez, vous criez, vous allez terminer votre bouche à crier, à demander au gouvernement de venir rendre la vie, le bien-être de sa population, mais tout le monde passe là-bas. Mais comme scientifique que vous êtes, même pour l'intérêt de la population... Mais bien sûr, la population en a bénéficié. La population a bénéficié. Vous êtes fatigué. Bon, la population a bénéficié, cette population a bénéficié. Nous pouvons retourner là. Je dis bien, de 2007 à 2000, aujourd'hui nous sommes 2021. Presque 14 ans. Vous voyez, et nous allons, ça c'est une enquête, ça sera du bon journalisme. Je vous donne la matière. Nous allons retourner pour voir si moi je m'étais trompé. Retournons voir. Qu'est-ce que ce village est devenu 14 ans après? Voilà une autre émission. Nous retournons là-bas. Je vais vous amener. C'est mon village. Comme on dit, Dieu a fabriqué l'homme à son image. Moi, j'ai fabriqué ce village à mon image avec une grande projection de tous les villages sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Est-ce que ce village a survécu 14 ans après? Ou ce village est mort? Est-ce que cette population-là, socio-économiquement parlant, est-ce qu'ils font de l'argent tel que je les avais initiés ou ils vivent dans la mendicité? Ça, c'est un chapitre et je vous assure que je ne suis pas en contact tous les jours avec eux.
Parce qu'après, ma vie a évolué. Je n'étais pas politicien à l'époque, je suis devenu politicien. Là, je vivais en Corée. C'est juste après ça que vous êtes devenu politicien, malgré que vous êtes scientifique. Ben, écoutez, c'est ma population. Vous voyez, moi, je suis de Bandundu. Les gens de Bandundu ont dit, mais ces messieurs, ils font des histoires de l'autre côté. Ils se sont intéressés à moi. Ben, je les ai pris. Vous savez, c'est toute une chaîne de formation. Je les ai amenés en Corée du Sud pour prendre la formation parce que je travaillais au gouvernement là-bas. Et je les ai formés pour qu'eux puissent transformer aussi leur village. Et de là, quand je pars commencer l'initiative chez moi, en fait, dans mon village là-bas, aujourd'hui, je vous dis que le village de ma mère est électrifié. Il y a du courant électrique avec mes moyens personnels. Ça, c'est ça où la population pense que ces messieurs, enfin, ce n'est pas moi qui ai voulu devenir politicien. Ce sont des chefs de groupement qui ont fait de moi politicien. Il y a une différence. Quand vous demandez de devenir politicien, c'est différent. Là, vous devenez quelqu'un qui impose. Mais moi, on m'a demandé, c'est-à-dire, en fait, la population m'a demandé de l'être. Et ce sont des chefs de groupement qui l'ont fait. Et le mandat passé, je fais 7 ans à l'Assemblée nationale, mais professeur aussi d'université, expert aussi au niveau international. Je continue à travailler pour vendre mon expertise et je continue à le faire. Donc, c'est pour dire que la population qui était ciblée pour faire cette expérience a bénéficié et continue à en tirer des profits jusqu'en ce jour. Maintenant, parlons de deuxième innovation. Oui, là nous sommes dans le domaine de l'eau. Ouais. Ici, nous sommes à Mongafula. Vous avez sillonné, vous êtes parti partout. Ici, Mongafula, ce quartier, c'est le quartier, on l'appelait presque désert. Il n'y avait pas l'eau. Moi-même... Dans le désert, est-ce qu'on peut trouver de l'eau dans le désert? Oui, dans le désert, on trouve l'eau, sauf des idiots qui peuvent penser que le désert, il n'y a pas l'eau. C'est idiot, non? Au désert, c'est là où on prend le carburant, n'est-ce pas? Qui vous a dit que la nappe, avant d'aller trouver le carburant, vous ne passez pas l'eau? Mais comment trouver, professeur? Pouvez nous expliquer ça? Mais je ne vais pas parler. Je vais vous donner l'image du feu président. Je salue sa mémoire, Kadhafi. Comment il a pu prendre l'eau dans le désert et distribuer en toute la Libye? Les images vont parler. C'est pourquoi je vous dis, dans le désert, il y a l'eau, mais ça se trouve en dessous. Les concepts mentaux, le cerveau humain, jusque-là n'utilise que 5 à 10% de sa capacité. Même Einstein, le plus grand savant, n'a utilisé que 5% de son cerveau. C'est-à-dire que l'homme ne veut pas rester un moment calme et utiliser son cerveau à réfléchir, à résoudre le problème. C'est ça même la définition d'être intellectuel. Un intellectuel, c'est celui qui est capable de résoudre des problèmes de la société. Être intellectuel, ce n'est pas les documents là, le petit papier que nous, les professeurs, nous donnons aux étudiants quand ils terminent le premier, deuxième, troisième, même quatrième cycle, même quand vous êtes docteur, professeur, même quand vous êtes docteur, PhD comme moi. Ben écoutez, vous pouvez être inutile. Vous allez produire des livres, mais qui va lire? Vous allez produire des théories, mais qui va pratiquer ça? Si vous-même, vous ne pratiquez pas votre propre théorie. C'est la raison pour laquelle, vous verrez, dans nos magazines prochains, je parle de ce qu'on appelle l'intellectuel 0 et intellectuel plus 1. Être intellectuel ne veut pas dire avoir des diplômes. Il y a une différence. Avoir les diplômes et être intellectuel. Ah bon? Oui. Un intellectuel, c'est celui qui, par ses connaissances, arrive à résoudre le problème, le besoin social des populations. Vous allez à l'école, vous dites, je suis docteur. Comme maintenant on en produit politiquement, ou c'est pas moi, méthodiquement, on produit. Ce sont des produits inutiles. Vous avez résolu quel problème? Il faut que celui qu'on appelle intellectuel arrive à établir des théories qu'alors il est capable de mettre en pratique. Sinon c'est 0. Moi j'appelle ça intellectuel 0. Intellectuel plus 1.
ce même de jeunes gens, ils disent, nous avons vu, parce qu'on dit qu'il y a Covid, et puis les jeunes gens, ils font un petit instrument où on ne va pas toucher à la main, vous pointez avec le bas. Ça, c'est un intellectuel. C'est une grosse tête, moi j'appelle les innovateurs. L'esprit de créer. De créativité, c'est ça l'intellectuel. Okay. C'est ça, être intellectuel, c'est avoir l'esprit de créativité. Je m'en moque. Quelqu'un qui a fait l'université et il est demandeur d'emploi. Il est commandeur plutôt d'emploi. Les jeunes, emploi pour les jeunes. Les jeunes ont fait l'université et il est commandeur d'emploi. Et sa tête là. L'université commence avec la lettre U. C'est l'univers, c'est-à-dire c'est le ciel ouvert. Il y a des innovations qui planent. Il y a des inventions qui planent. Quand quelqu'un a fait l'université, il doit avoir une grosse tête, c'est-à-dire la tête des résolutions des problèmes. Et là, il crée une entreprise. C'est ça l'universitaire, madame. Un universitaire, c'est pas ce que moi je m'en moque. Je forme mes étudiants à être créateurs d'emploi et non demandeurs d'emploi. Regardez. Et on crée un gouvernement. Espace pour les jeunes. Jeunes? Mais écoutez, jeunes qui a fait quoi? On veut faire ça, non, espace pour les jeunes. Mais dis donc, écoutez, les jeunes gens font quoi? Parce qu'apparemment, on croit que les jeunes n'ont pas des compétences. Non, les jeunes, ils doivent montrer leurs compétences dans la créativité. C'est ça qui développe un pays. Ce n'est pas quand un jeune devient ministre que le pays se développe. Enfin, là, vous êtes administratif, voyons. Mais quand un jeune termine l'université et qu'il crée de l'emploi, là, il devient utile. Il décharge la chaîne gouvernementale. Je ne dis pas que les jeunes ne doivent pas devenir ministres, ils peuvent le être. Mais écoutez, évitez la chanson de dire que l'on doit trouver l'emploi pour les jeunes. Mais écoutez, jeunes, tu as fait l'université, mais Zala bouliste quoi? Que je dise même comme mon jeune frère Zachary a l'habitude de dire, Zala bouliste, c'est ça bouliste d'été, Zala boule. Et c'est ça, en fait, l'innovateur, le vrai scientifique, c'est un bouliste. Ça veut dire celui-là qui raisonne pour comment qu'est-ce que je peux créer quelque chose qui peut donner du travail aux gens. C'est ce que vous avez créé, vous avez inventé. En fait, je suis un bouliste qui a vu que à Mongafula, dans la ville de Kinshasa, il n'y a pas l'eau. 26% de la population congolaise seulement a accès à l'eau potable. Je suis dans une commune où, pour avoir l'eau, je dois mettre les bidons dans mon véhicule pour aller à la Gombe. Maintenant, même à la Gombe, il n'y a pas l'eau. Hein. Je préfère vous dire. Ça veut dire que ça devient chaotique. Alors, je regarde mes diplômes. Je me suis... Ce n'est pas un problème de gouvernement. Bien sûr, le gouvernement a un problème sérieux. Le gouvernement doit donner l'eau et le courant. Ça, c'est ce qu'on appelle ça les soft. C'est-à-dire, le gouvernement doit donner à la population le moyen de survie. C'est-à-dire, quand la population a l'eau et l'électricité 24/24, les gens intelligents savent quoi faire avec l'eau. Ils vont vivre. Les gens intelligents savent quoi faire avec l'électricité. Ils vont vivre. Mais quand ils n'ont pas ça, c'est ça qui justifie. Là, on appelle ça l'infrastructure. L'État, c'est celui qui crée des infrastructures dans tous les domaines. Et la population doit utiliser cette infrastructure que l'État crée dans tous ces différents domaines et paye les taxes. La survie de l'État commence. Ici, nous avons des factures de la SNEL qui nous fait payer maintenant éclairage public. Mais si vous n'avez pas votre véhicule avec de bonnes lumières, il n'y a pas d'éclairage public. Mais on paye la facture. Où va l'argent? Ok, merci. C'est pourquoi, dans le cadre de résolution des problèmes de l'eau, j'ai pensé qu'il fallait absolument apporter ma petite contribution de scientifique. Voilà, c'est pourquoi je veux demander à la réalisation, ils vont nous balancer un peu des images ou comment est-ce que la population, surtout dans la ville-province de Kinshasa,
souffrent pour aller chercher de l'eau. Il y a des gens qui quittent Mongafula pour aller chercher de l'eau, même au niveau de Rompoenga, Bamatete. Nous avons des images. Onésime Canard de la réalisation, ils vont vraiment nous aider à montrer à la population, à ceux qui sont dans la diaspora congolaise, de voir comment est-ce qu'ici dans notre pays, nous souffrons avec de l'eau. Mais je sais qu'avec le professeur Koumoufrey, nous aurons solution, mais j'aimerais mieux qu'il nous explique, bien que je vous ai arraché la parole, professeur. Je vous remercie. C'est votre travail, madame. Voilà, donc, je disais que notre responsabilité, et qui sommes scientifiques, c'est d'apporter des solutions aux problèmes. Nous ne sommes pas là pour faire des critiques seulement, mais nous sommes aussi, nous avons un engagement pour apporter une partie des solutions. Cela dépendra de ceux qui ont la gestion de la chose publique, de pouvoir s'intéresser à nous, pour que cela puisse pouvoir se multiplier sur toute l'étendue. Nous avons pensé que l'homme, pour vivre longtemps, puisque 99,99% dans le corps humain c'est l'eau, l'homme doit avoir une bonne eau, 24/24 dans sa maison. Et nous avons pensé que si, parce que vous avez vu l'autre fois, la population vient de se servir ici, j'ai dû faire le forage à 150 et quelques mètres, et puis à 200 et quelques mètres de l'autre côté de l'Upen, que vous avez vu. Tous ces deux quartiers, c'est des quartiers où il n'y avait pas l'eau. Mais aujourd'hui, c'est dans ma joie, parce qu'un scientifique, on les suit toujours. Beaucoup de ceux qui avaient l'argent, qui ne savaient pas quoi faire avec l'argent, ont fait des forages. Bingo! Mais eux ne savaient pas pourquoi j'avais fait le forage. C'est toute une chaîne. L'innovation n'est pas limitée au forage. C'est un système trillénaire ou quadrillénaire qui permet à ce que l'industrie n'est pas fixe, mais l'industrie est mobile.